Le cauchemar causé par les délestages de l'énergie électrique au Cameroun se poursuit. Des populations dans la ville de Douala viennent de passer 2 semaines dans le noir. Pourtant, il y a un mois, le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait dans la même ville la fin du calvaire à travers l'injection des 60 premiers mégawatts du barrage de Natigal à partir de la mi-mars et du retour des pluies qui manquent tant au barrage de Memvele. Reconstruction du football au Cameroun, le choix du nouveau staff technique par le ministre des Sports n'a fait qu'attiser la tension qui existe entre cette administration et la FECAFOOT. Et en fin de semaine, un comité d'urgence s'est tenu dans les locaux de la FECAFOOT à Tinga. Principale résolution, le comité autorise le président de la FECAFOOT à lui proposer des noms pour constituer le nouveau staff technique qui devra prendre la tête des Lions indomptables du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. L'émission, c'est la rétrospective de l'information, le rendez-vous dominical qui vous permet de revivre les temps forts de la semaine. Et pour cette édition, nous sommes accompagnés du guide du Parti Jouvence, Valère Bertrand Bessala. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonjour Madame Naoussi, bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Bonjour à tous les techniciens ici avec nous en studio et au-delà de la vitrine qui nous permettent d'être visibles, audibles, intelligibles ici et au loin. Toujours ravi d'être parmi vous et surtout c'est la première fois que nous voyons en 2024. Donc heureuse année à vous, heureuse année à votre président, directeur général, monsieur le sénateur Tchatoué, votre directeur général et tout le grand staff qui supervise ce merveilleux projet. Je suis aussi très ravi de me retrouver dans votre nouveau siège flambant neuf et je tenais à vous encourager justement pour cet effort-là qui est très rare dans le monde des médias. C'est-à-dire il vaut mieux toujours être chez soi, même mal loti, mais être chez soi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes parti de Yaoundé spécialement pour répondre à l'invitation de ce programme. Eh bien, nous parlons d'actualité avec vous, notamment l'actualité politique. Le vent de la présidentielle au Sénégal a soufflé jusqu'au Cameroun, continue d'alimenter les émissions des plateaux télévision, radio, la presse écrite et même dans les chaumières. Vous êtes à la tête d'un jeune parti politique, vous-même vous êtes jeune, vous êtes quadragénaire comme Diomaye Faye, et donc ça vous a donné un peu plus d'idées. Ça peut donner peut-être des idées pour ceux qui veulent absolument être président de la République, ce qui n'est pas mon cas. Je dis, je n'ai pas une ambition présidentielle, donc je suis juste là pour amener les jeunes à mieux discerner le jeune qui pourra être le meilleur pour notre génération à prendre le pouvoir pour 2025. Et comme je l'ai aussi dit ailleurs, c'est que je ne pourrais me représenter à une élection présidentielle que si je me rends compte qu'on a éliminé tous les candidats jeunes qui sont les plus avancés. Par exemple, comme le dossier de l'honorable Carbral Libi avec le PCRN et l'affaire Kona-Robert. Si je me rends compte qu'il est éliminé de la course par ces manœuvres qui ont été opérées d'ailleurs avec l'UPC à la récente élection, je serai obligé de retrousser mes manches. Donc pour le moment, on observe. Mais notre objectif est que la jeunesse puisse avoir le bon candidat. Un candidat compétent, un candidat valable, un candidat qui a l'étoffe, qui a une certaine expérience, une certaine vision de l'État et surtout de l'avenir du pays et qui peut porter les aspirations de sa génération et des générations qui arrivent afin de nous conduire sur au moins 1 ou 2 mandats sur le chemin de la félicité. Vous êtes donc membre de la coalition qui porte Carbral Libi.
Il n'a pas encore été porté par une coalition, mais je sais qu'il a pris déjà quand même fait cause pour l'une des coalitions, celle qui porte le nom de transition. Donc pour moi, je suis resté assez prudent puisque nous avons une coalition à nous qui s'appelle Opposition Unie et Solidaire. Nous travaillons avec des aînés comme Sambaka, peut-être prochainement, très prochainement. Nous sommes en train de voir comment on va inclure Madame Alice Adio pour travailler avec nous. Nous sommes une coalition déjà de presque, un groupe déjà de presque 32 partis politiques, 32 leaders de partis politiques. Nous ne faisons pas de bruit. Nous sommes dans une logique d'alternative politique et non d'alternance. Et non d'alternance. L'alternative politique, c'est-à-dire de changement fondamental du pays, dans le sens justement de redresser ce qui a été déformé et de créer ce qui n'a pas été créé, de recréer ce qui a été complètement oblitéré dans le landerneau institutionnel du pays. Donc nous sommes dans cette logique-là et nous travaillons. Peut-être que d'ici le mois d'avril, fin avril, au début mai, nous allons lancer les activités d'opposition unie et solidaire, peut-être. Donc nous sommes en train de voir le temps pour les autres aussi dans leur peut-être leur effervescence de baisser un peu la température pour que nous sortions. Donc sinon ça va faire un peu désordre. Donc de manière globale, je crois qu'il est plus l'honorable Cabral est plus sensible à la logique de transition, comme moi je réprouve, parce que la transition est une logique d'accident. On ne peut pas prévoir une transition dans un pays où en temps où tout semble être normal. Il n'y a pas eu coup d'État, le peuple n'est pas descendu dans la rue pour chasser le président. C'est vrai que la situation de mal-être des Camerounais est déjà une situation assez difficile qui montre que le Cameroun va mal. Bon, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'on se situe dans une logique de transition. Quand on sait que les élections vont être normalement organisé en 2025, en octobre 2025, pourquoi travailler ou focaliser tout un programme politique sur une transition alors que la transition devrait être un élément d'un programme politique d'une coalition, c'est-à-dire qu'on prévoit quand même qu'on ira aux élections normalement, quels sont les comportements, les attitudes qu'on devra arborer en allant aux élections présidentielles 2025. Mais au cas où il y a un accident en route, c'est-à-dire que le président peut-être n'arrive pas à 2025, il faut absolument trouver une solution, ou bien au cas où le peuple décide de le chasser, c'est un autre accident, il faut trouver une solution, ou bien au cas où l'armée se réveille de son mauvais pied un matin et décide de le chasser, voilà aussi un accident qui peut amener une transition. Mais ce n'est pas des éléments que l'on doit utiliser dans un langage normal, dans les éléments de langage courant, pour dire en fait qu'on prépare 2025 sur un élément d'accident politique. On parle beaucoup plus de la présidentielle de 2025, mais il y a les parlementaires, il y a les municipales aussi. C'est pas assez important pour les leaders des formations politiques au Cameroun? Bon, c'est peut-être à eux qu'il faut poser la question, mais nous préparons toujours ces élections dans la logique d'opposition unie et solidaire, parce qu'en fait, les gens font la focalisation sur l'élection présidentielle. Nous sommes dans une logique où le changement... on est 300 combien, 70 partis politiques, 370, il n'y a qu'un seul fauteuil de président. C'est pour ça que vous voyez par exemple que nous dans la logique Jouvence, on s'est dit tout le monde ne peut pas être président de la République. Donc il faut au moins que certains leaders de partis politiques acceptent que les meilleurs d'entre nous peut-être soient mis au fronton et encouragés par les autres pour que au moins l'objectif soit toujours le même et être atteint, c'est-à-dire que l'opposition puisse s'imposer dans le landerneau politique, puisse apporter une solution au peuple camerounais. C'est pour ça que par exemple nous à Jouvence, on a pensé que s'il faut absolument que la jeunesse vive en politique, il faudrait que le leader jeune de Jouvence par exemple tue son ambition politique pour faire vivre l'ambition de la jeunesse. Donc cas exceptionnel, donc peut-être le leader, le guide peut être candidat, mais je viens d'expliquer les conditions dans lesquelles il peut l'être. Nous allons tout de suite marquer un arrêt, notamment sur l'actualité qui continue de défrayer la chronique. Il s'agit de ce qui se passe à la SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun. Des centaines d'employés descendent dans la rue depuis plusieurs semaines pour réclamer le paiement de 13 mois d'arriérés de salaire. Ils ont explosé de colère lundi dernier, disant « trop, c'est trop ». Reportage de Cyril Kwakam. Près de 13 mois de salaire impayé, c'est un personnel très amer ce 1er avril qui exige le départ de l'actuel directeur général de la cotonnière industrielle du Cameroun. Ce dernier serait à l'origine de leur galère. On a grévé d'abord le 14 mars, ici. Vous voyez tous nos collègues qui sont là partout. Tous nos frères, toutes nos sœurs, toutes les familles sont déjà en péril à cause de la mauvaise gestion du DGA. Le DAF
et le DCM. Trop de mensonges. Pas de 1er mai ici sans nos salaires. Des messages inscrits sur le portail de l'entreprise. Ces employés désemparés réclament entre autres la régularisation des soldes de tout compte de certains employés en retraite et une prime de salissure. On a droit à 2 morceaux de savon chaque mois. Et nous sommes déjà bientôt à 3 ans ou 4 ans. On n'a plus de morceaux de savon, ça qu'on appelle la prime de salissure. Les 3 yards de pain qu'on donnait au personnel masculin et 6 yards de pain qu'on donnait au personnel féminin, ça fait plus de 3 ans. On n'a plus ça. Certains ouvriers n'ont pas de congé jusqu'à présent. Les allocations familiales réversées au niveau de la CNPS et les soldes de tout compte de certains employés retraités qui sont ici parmi nous, le logement est catastrophique. En quête de solutions, l'administration de la SICAM, au sorti d'une réunion de crise tenue à huis clos ce 1er avril dans ses bureaux en Dokoti, demande à son personnel un délai d'1 mois afin de satisfaire toutes les parties. Il nous a dit tout à l'heure en réunion qu'il commence les négociations ce matin au niveau du trésor pour qu'on vise cet argent. Cet argent est constitué de 1,160 millions de salaires, 300 millions de dettes bloquantes et 500 millions de francs de pièces détachées. Sachant que ce truc a été signé le 22 mars, nous voulons bien lui donner du temps et nous vous supplions de donner 1 mois au directeur général, pas plus. Une résolution que plus d'un ne voit pas d'un bon œil. Non. 1 mois, ça peut livrer le 1er mai. Après le 1er mai, nous serons dans la même position. On en a marre. On veut notre argent, nos 13 mois. En attendant, les machines sont aux arrêts. D'après ces derniers, le service reprendra ici après le paiement des salaires. Ce spectacle désolant, on l'a vécu il y a quelques mois avec les employés, les ouvriers du chantier naval. Et la SICAM fait partie des entreprises de l'État qui emboîtent le pas dans ces revendications. Valère Bessala, de votre point de vue, qu'est-ce qui fait défaut à pouvoir viabiliser ces entreprises qui représentent quand même le fleuron de l'économie camerounaise? Non, le problème c'est l'absence d'exemplarité et de patriotisme économique. Vous savez, le président de la République, dans son discours de fin d'année au 31 décembre 2008, avait justement parlé du patriotisme économique. Il y a aussi cette affaire d'absence de patriotisme. Vous savez que, quoi de plus simple? Le Cameroun produit du coton. Je prends seulement le coton camerounais. Mais le Cameroun ne transforme pas son coton sur place parce qu'en fait, Géocoton vend notre pétrole, envoie tout notre coton en France qui est transformé là-bas en tout ce que vous pouvez imaginer pour nous être revendu 10 fois, 20 fois plus cher, c'est-à-dire en matière finie, vous comprenez? Vous comprenez qu'il y a un problème de volonté politique et de patriotisme. La SICAM, il n'y a aucune connexion entre la SICAM et la Sodecoton. Parce que si société industrielle, cette SICAM-là, elle est supposée fabriquer le tissu. Elle doit le faire avec les matières locales, mais vous voyez que ça ne se fait pas parce qu'en fait, les Camerounais qui dirigent ce pays ne trouvent pas un intérêt à faire fonctionner la SICAM parce qu'en fait, ils ne trouvent pas les marges bénéficiaires qui reviennent dans leur rétrocommission. Donc, ils préfèrent plutôt faire des commandes à l'extérieur qui sont plus onéreuses, qui rendent leur rétrocommission assez importante. Prenez le pain du 8 mars. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pain du 8 mars qui génère environ, selon les chiffres que j'ai vu balader, près de 20 milliards ou 30 milliards, rien que pour le 8 mars, que ce marché ait été donné à des expatriés, dit-on des Indiens, alors que ces 30 milliards de marché auraient été suffisants pour relever au moins l'économie de la SICAM et lui permettre de gérer les salaires et de tout ce que vous imaginez. Vous pouvez laisser le cas de la SICAM. Regardez par exemple le mat génie, matériel de génie civil. C'est le mat génie qui est supposé normalement construire les routes, même boucher les nids de poules dans nos quartiers. Mais regardez ce qui se passe. On préfère donner des marchés à des entreprises expatriées même pour venir boucher les nids de poules parce qu'en fait, le mat génie qui serait dirigé par un Camerounais ne pourrait pas donner suffisamment de rétrocommission à un ministre ou les 10% à un ministre. Donc, il préfère donner à des expatriés qui sont prêts à lui payer l'enveloppe qu'il demande et là donner le marché. On peut aller plus loin et citer des cas. Vous avez parlé du patriotisme économique. Le patriotisme justement économique. Auquel faisait allusion le président Paul Biya en 2008. Oui. Ça fait exactement 16 ans. La gangrène perdure. Pourquoi? Mais la gangrène perdure justement parce que les aînés sont à la fois des voraces. Le président lui-même, toujours dans le même discours, faites très attention, il avait justement parlé des bandits à col blanc, des apprentis sorciers,
des apprentis sorciers. 2008, vous savez que c'est en 2008 justement, il a discouru en 2008 deux fois, c'est-à-dire que les émeutes de la faim. Le 10 février, il a parlé à la jeunesse, il est revenu parler à la jeunesse le 27 février pour mettre fin, taper du poing sur la table. C'était un discours de 10 minutes sur les émeutes de la faim. Il parlait justement à la fois des apprentis sorciers, il avait déjà parlé des criminels économiques et des bandits à col blanc. Donc le président est conscient de tout cela, mais le problème c'est pourquoi est-ce qu'il laisse faire ? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire? Il y a des entreprises que pour moi, on devrait nationaliser. Il est inadmissible que nos cotonculteurs vivent comme des esclaves dans leur propre pays, où ils sont payés en monnaie de singe et pourtant ils produisent le coton. Mais quand vous voyez le train de vie des cadres là, sur des cotons, vous voyez le train de vie du petit cotonculteur, vous vous posez des questions. Il y a un gap. Et il y a vraiment un très grand gap. Donc vous voyez que c'est très difficile. Si vous prenez le cas de la Semri, parce que vous avez des entreprises, la Semri, c'est-à-dire la société de risicole, qui a été créée par Aïdjo en 1971 ou 1973. Les aînés ont préféré anesthésier la Semri parce qu'en fait, elle les empêche de faire suffisamment de bénéfices. Donc, il vaut mieux pour eux de demander l'argent à l'État pour subventionner les importations de riz pakistanais, indonésiens, indiens et tout ça parce qu'ils gagnent plus là-bas. Et donc, vous voyez que l'État injecte l'argent dans la Semri, les riziculteurs cultivent le riz, mais ce riz, ils préfèrent le prendre et le vendre au Nigeria d'à côté, alors qu'il peut servir la consommation domestique. C'est ça la méchanceté, Madame Naoussi, et le manque de patriotisme économique. Eh bien, vous avez parlé de nationalisation. L'entreprise en charge de la fourniture de l'énergie électrique au Cameroun, tout au moins de la distribution, est aussi en voie de renationalisation. Si on s'en tient au communiqué que nous avons reçu il y a quelques mois, eh bien, dans le même versant, en parlant de cris de colère, cette semaine, c'était des sanglots qu'on a entendus dans la ville de Douala. 15 jours sans courant électrique, sans énergie électrique. La fin d'année s'approche, notamment pour les élèves qui préparent les examens, mais aussi des cadets sociaux qui utilisent le courant électrique dans ces différents quartiers populeux de la ville de Douala. Le calendrier de délestage qui avait été annoncé par le ministre en charge de l'eau et de l'énergie que le 22 février à Douala n'a pas été respecté. Il est une fois de plus reculé sans qu'on ait davantage de précision. Sans lumière depuis 15 jours, l'eau potable n'a pas coulé de ce robinet connecté à un forage. Éléonore, comme bien d'autres habitants, vivent des misères au quartier Songongan, Bokon, au lieu dit bloc 11 à Douala. Même l'eau à boire, nous n'avons pas parce que nos eaux aussi c'est le forage. Parce que c'est la lumière qui nous donne l'eau. On n'a pas l'eau à boire, rien. On souffre comme ça là. Sandra, sur sa machine à pédale, doit fournir plus d'efforts physiques. Pourtant, elle l'aurait évité en utilisant sa machine électrique. D'abord, le travail n'avance pas comme il faut. De deux, ça fait mal au mollet. Oui, et même si c'est qu'il arrivait que tu travailles, que tu puisses travailler, il n'y a pas moyen de repasser. Moyen de faire même les petites finitions pour suffilage. Au lieu du bloc 9 Carrefour Baloum, les coupures de courant sont fréquentes au point où Rostand en a mémorisé les heures de départ et de retour de l'énergie électrique. Si la semaine, si on coupe la lumière à 6 heures, ça va revenir à 17 heures. Si c'est pas à 6 heures, c'est à 19 heures qu'on va couper, ça revient le lendemain matin, c'est 11 heures ou c'est 10 heures. On est habitué, papa. Parfois, on fait même un mois sans lumière. On supporte ces manques. En journée comme en soirée, pour éclairer les habitations, ils utilisent pour certains des ampoules rechargeables, d'autres des groupes électrogènes pour faire tourner les appareils. J'ai mon moteur à carburant. J'utilise mon moteur pour satisfaire mes clients. Sinon, ça nous pénalise parce que ce n'est pas facile d'utiliser le groupe chaque jour. Il y avait les torches rechargeables là comme le sieur de nous rabattre. Même au niveau de la lampe avec le pétrole là, c'est ça qu'on utilise présentement. Vous voyez que ces choses-là, ça affaiblit la vision de l'enfant. Papa, si on a la bougie, on allume. Si on a la lampe, on met. En dehors de ça, on fait comment? Celui qui n'a pas resté tranquille dans le noir. Encore cette nuit, les habitants de Songongan, Bokon, vont dormir dans le noir à cause de ce transformateur défectueux. Depuis lors, ils attendent toujours l'intervention des agents de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. L'entrée en service du barrage de Natchigal a été présentée comme planche de salut contre les délestages de l'énergie électrique.
Le 22 février à Douala, le ministre de l'Eau et de l'Énergie rassurait les capitaines d'industrie de ce que les premiers 60 MW seront injectés dans le réseau interconnecté Sud, le RIS, dès la moitié du mois de mars. J'ai pris le soin de venir avec le directeur général de Natchigal pour qu'il vienne lui-même dire quel est le nouveau calendrier et il nous a rassuré que la synchronisation se fera au mois de mars. Donc Natchigal va donc effectivement injecter au mois de mars les premiers mégawatts. Calendrier non respecté jusqu'à date. Les coupures de l'énergie électrique persistent. Natchigal reste attendu. Au-delà des promesses faites par monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie, nous constatons un retard à l'allumage de ce barrage qui, on peut le dire, est certainement lié à quelques petits réglages, des réglages liés à la synchronisation, liés à la vérification des turbines. De sources internes, la mise en service probable des premières turbines de Natchigal, c'est au cours du mois d'avril. L'autre perspective en réflexion, c'est l'accroissement de l'exploitation du bassin de la Sanaga. Sur un potentiel de 10 000 MW, seuls 660 sont exploités. Retour sur ce plateau avec notre invité Valère Bertrand Bessala. L'offre en énergie électrique au Cameroun est de plus en plus au plus mal, de la privatisation à la construction de grands barrages. Au projet de Natchigal, un barrage qui est présenté comme dernier rempart reste aussi interminablement attendu. De votre point de vue, quelle analyse systémique faites-vous de la crise de l'énergie électrique au Cameroun? Mais c'est que nous ne sommes pas dans un pays normal, madame. Vous ne pouvez pas finir de construire une maison, par exemple, et vous en donner tout simplement l'usufruit à quelqu'un qui justement ne sait pas comment vous avez fait pour construire la maison. Ça n'a pas de sens. Je vais prendre tout simplement un autre cas. Comment pouvez-vous imaginer que vous choisissiez de construire les barrages et le service public de la vente de l'électricité ou du courant, vous le confiez à quelqu'un d'autre qui est un étranger, alors que c'est là-bas même que se font les bénéfices qui vous permettraient en fait de réinjecter dans l'investissement de base, c'est-à-dire la construction de l'infrastructure de production de l'énergie. Vous comprenez qu'il y a une filouterie. Quand on dit la privatisation, on privatise plutôt le côté important, le côté lucratif, qui justement devrait permettre de continuer à construire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne trouve pas un intérêt. Imaginez-vous que l'État s'endette parfois. Ce n'est même pas parfois. Vous parlez de Mbele, Lompangar, Hydromekin, tout ça. C'est des crédits que l'État prend à l'extérieur, la dette, qui plombe notre économie. Mais ça restait des éléphants blancs. Donc, voilà, vous avez tout compris. Mais nous finissons de prendre ces crédits-là. Quand ceux qui prennent ces crédits ont fini de lancer tous les marchés et de récupérer leurs 10% et leur rétrocommission, ils ne cherchent plus à savoir si ces produits arrivent à terme. Parce que c'est ça le véritable souci. Quand les gens se plaignent tous les jours qu'en fait, comment se fait-il qu'on a lancé un projet depuis 2011-2010 et c'est peut-être après qu'on se rend compte qu'on avait oublié d'inclure dans le projet le transport de l'électricité du barrage jusqu'au ménage. Vous pouvez vous imaginer ça? Pourquoi la responsabilité des personnes qui sont chargées du suivi n'est pas engagée, puisque ils ont eu la mission de porter un projet à terme, ils ont eu leur rétrocommission, comme vous le dites, le 10%, comme vous le dites. Ils ont déjà eu leur rétrocommission et ils n'ont plus intérêt, puisqu'imaginez, madame, si vous avez déjà ce que vous recherchiez dans un projet, votre intérêt individuel, vous n'avez plus intérêt particulier à ce que ce projet soit appliqué. Personne n'a le droit de débat. Si jamais on doit vous ramener même sur le projet, ils amènent encore les avenants, c'est-à-dire qu'ils créent encore des projets dans le projet. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Ce que je demande, ce que je voudrais justement comprendre, sont-ils libres de leurs actions? Il n'y a pas une autorité compétente pour les censurer, pour les interpeller au cas où la mission dévolue n'est pas arrivée à son terme? Mais ils sont libres, puisque vous voyez très bien que ça ne fonctionne pas. L'ancien ministre Atandakuna, c'est lui qui avait amené ses affaires de centrale à fuel
de la Dibamba, par exemple, avec la KPDC et celle de Kribi. Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays, les gens décident de suppléer le fonctionnement des barrages en créant des centrales à fuel, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner des grands transformateurs avec du carburant par jour. On apprenait par exemple que la centrale, je crois, à fuel de Mbalmayo prenait environ 60 millions de carburant. Par exemple, où c'était par semaine ou par jour, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnait. Vous voyez, ce qui se passe, c'est des criminels. Et vous voyez que ce monsieur est allé en prison. On ne sait pas par quelle alchimie, il en est sorti. Il a été blanchi. Il est sorti, on dit qu'il avait payé une partie, il est sorti et il revendique déjà qu'on débloque ses comptes étant en France. Alors que d'autres aussi ont demandé à rembourser de l'argent, ils sont toujours en prison. Vous comprenez que l'impunité, c'est ça dans ce pays. Ça fait maintenant que ça ne fait plus peur à personne puisque le président ne veut pas sanctionner. On est à une logique aujourd'hui où on a les Covid-gate, les Can-gate et tout ça. Personne n'est puni. Donc ne vous imaginez pas que c'est dans les problèmes de centrales, je ne sais pas moi, de construction de l'électricité et tout ça que cela sera fait. Parce qu'en fait, le président ne fait plus peur. Le président ne fait plus peur. Des bandits à col blanc sont quand même en prison. Vous allez peut-être dire, vous allez soutenir votre propos en disant que il y a une situation de deux poids, deux mesures. C'est exact, c'est exact. Les bandits à col blanc sont en prison, mais quels bandits à col blanc? Parce que si vous regardez ceux qui sont en prison, eux aussi doivent se poser des questions. Il y en a qui se baladent encore dehors, qui ont fait pire qu'eux. Il y en a qui se baladent dehors, qui continuent à faire pire. Regardez seulement les routes. Regardez seulement les routes. Les routes aujourd'hui, les surfacturations dans le domaine routier. Regardez l'autoroute Yaoundé-Douala qui a déjà consommé plus du double du budget de départ. Et on n'en est qu'à 60 km. Imaginez-vous un projet d'autoroute qui va prendre pratiquement la moitié du budget du Cameroun quand on regarde si on l'amène de là où il est parti à Douala. Imaginez un pays pareil. Est-ce qu'on est dans un pays normal, madame? Le premier axe routier Yaoundé-Douala partait d'un Colbison, il passait par Long, Matom et tout ça. Il est resté tranquille. Quand ils ont décidé de créer ce qu'ils appellent l'axe lourd, une hérésie dans le domaine du génie civil, c'est-à-dire ce que nous utilisons actuellement là, qui passe par Mbankomo jusqu'à Yassa. Vous voyez? Pour créer un projet de route, ils sont encore allés créer une autre route parallèle. Ça veut dire que pour arriver à Douala, il y a 3 voies désormais. C'est-à-dire le premier axe lourd Yaoundé-Douala que je vous ai cité par Colbison, qui aujourd'hui n'a jamais été repris. Yaoundé-Douala, axe lourd, deuxième, et puis le projet d'autoroute qui ne finit pas. Ça, c'est un pays normal, madame, c'est pas un pays normal. Vous comprenez que Douala-Bafoussam, qui est dans un état, on va dire lamentable. L'un de nos reportages a permis de comptabiliser plus de 200 trous sur la route. C'est une route nationale qui voit convoyer des centaines, parler des milliers tous les jours, mais la route n'est plus qu'une piste. Nous allons rester dans le sujet qui retient notre attention à cet instant de la rétro. Le projet de faire du Cameroun un hub énergétique demeure en dépit des fiascos qu'on observe ça et là. Il y a quelques jours justement à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, une rencontre qui rassemblait autour de la même table le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre des Finances et les bailleurs de fonds. Il est question d'exploiter de façon conséquente le bassin de la Sanaga. On parle d'un potentiel de 10 000 mégawatts, mais on n'en exploite que moins de 669 par là. Mais vous savez que le problème, c'est justement quand on monte des projets, on doit les monter en tenant compte par exemple de la population, la démographie, les grandes villes. Quand on monte, en fait, on remarque que le Cameroun fonctionne comme dans un système d'imprévision. On ne prévoit pas. Parce que gouverner, c'est prévoir. Alors, je peux comprendre que dans les zones rurales, on se dise peut-être qu'en fait, il y a encore il y a de l'obscurité dans les zones rurales. Mais vous comprenez qu'il n'y a aucune politique au Cameroun, que ce soit de l'eau, que ce soit de la lumière. Moi, je connais des quartiers dans la ville de Yaoundé qui n'ont pas d'eau. Vous pouvez vous imaginer. Or, normalement, on devrait procéder par cercle concentrique. C'est-à-dire que si on commence d'abord par privilégier les zones urbaines, puisqu'en fait, ce sont les zones qui produisent, qui ont besoin davantage d'énergie. Parce que c'est là-bas que l'on retrouve, par exemple, l'industrie, on retrouve beaucoup de choses. Par exemple, dans la ville de Douala, par exemple, les commerces. 80% des industries du Cameroun sont à Douala. Dans la ville de Douala, comment pouvez-vous imaginer que la Sanaga est juste là à côté et il y a de l'obscurité en plein cœur de la ville de Douala? Le manque à gagner. Et ce sont ces gens aussi qui paient les impôts. Quand on paye les impôts, c'est pour pouvoir, c'est parce qu'on veut absolument, on reconnaît le travail que l'État au moins fait.
L'impôt, c'est la contrepartie que l'État aussi récupère sur le travail quotidien des entreprises. Donc, le problème de l'État, c'est de donner les commodités à ses citoyens pour pouvoir travailler, pour industrialiser le pays, pour faire avancer le pays. La dame, par exemple, qui a sa petite machine à coudre là, elle ne peut pas utiliser son fait-tout, qui en fait est essentiellement électrique. Vous imaginez son manque à gagner. Et pourtant, la mairie se déportera là pour lui demander son impôt libératoire, puisque je crois qu'elle doit être sous le coup de l'impôt libératoire. Bon, elle va donc payer cet impôt sur la base de quoi? Alors qu'elle a eu un manque à gagner parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Vous voyez, elle a eu peut-être même des pertes de commandes avec des clients qui sont allés ailleurs, peut-être là où il y a l'électricité. Mais elle va payer l'impôt libératoire parce que les impôts ne veulent pas savoir si vous n'avez pas de courant ou si ainsi de suite, vous comprenez. Donc c'est ça la véritable logique aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où nos aînés ont mis leurs intérêts en avant. Et c'est ça qui rend la chose beaucoup plus difficile. Ce qui rend encore cette chose beaucoup plus difficile et qui rend le peuple camerounais malheureux, c'est que le président de la République semble avoir tourné le doigt à son peuple, c'est-à-dire en ne sanctionnant pas, en ne changeant pas. C'est-à-dire que les mêmes gens sont aux mêmes endroits. On entend des sommes faramineuses qui sont accumulées comme des crédits ou des prêts ou de la dette à l'extérieur, mais qui n'ont pas d'impact sur le quotidien des Camerounais. Vous voyez, madame, c'est ça la situation qui est désastreuse. On a comme l'impression que le président de la République, il a démissionné de l'élection, de la confiance que le peuple lui a investi en lui en 2018. Donc c'est ça qui fait encore très mal aujourd'hui. Et quand on voit ces gens se pavaner, se balader ici dehors et narguer le peuple avec cet enrichissement, les fruits de cet enrichissement illicite et sauvage, on se pose des questions. Est-ce que le président est vraiment conscient de ce qui se passe dans l'esprit des Camerounais, cette colère galopante? On a compris. Cette semaine encore, une autre actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le nouveau staff des Lions Indomptables du Cameroun, nommé par l'administration en charge du département des sports et de l'éducation physique au Cameroun. La FECAFOOT, qui est portée par Samuel Eto'o-Fils, a dit niet ne pas reconnaître ces hommes nommés. Ils sont près d'une dizaine et à leur tête on retrouve Marc Brice en Belge. Qui est-il exactement sur le plan technique en matière de sport? Mathieu Fangwa. Sa première véritable expérience en qualité d'entraîneur est sur le banc de Belgium Sport en 2001, un club belge. Il s'en sort plutôt bien avec 31 victoires, 17 nuls et 11 défaites en 59 matchs. En 2003, il prend la direction du Gemina Bichot, un club belge également. En 2009, Marc Brice prend les rênes du FC Boch. Les résultats ne suivent toujours pas. Et un an seulement après, il est encore viré. Il retourne en Belgique et est nommé entraîneur du KV Malines. Il y passe 2 ans et enregistre 30 défaites en 78 matchs. Il plie une nouvelle fois bagage et s'envole vers l'Arabie Saoudite. Il débute son aventure saoudienne par le Al-Fazi FC. Son dernier club était le Aoloven où il a passé 3 ans avec un bilan de 41 victoires, 32 nuls et 45 défaites. En août 2003, le club le remercie. Après avoir passé 7 mois sans club, Marc Brice est désormais le nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. Sur la nomination du nouveau staff technique des Lions Indomptables, la Fédération camerounaise de football estime avoir reçu un tacle irrégulier. Elle n'a peut-être pas tort au vu du décret de 2014 qui dispose en ses articles 3 et 4 que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales ainsi que la nomination d'un coordonnateur général relèvent de la compétence du président de la FECAFOOT. Mais les décisions de ce 2 avril, il faut les voir sous le prisme du récent message à la jeunesse du chef de l'État. Lorsque vous avez suivi le discours du chef de l'État le 10 février dernier, ça annonçait déjà le couleur. Il a demandé au ministre des Sports de prendre ses responsabilités. À la lueur où vont les choses, vous comprenez que c'est l'orientation qui a été donnée au ministre et les ministres ne font qu'appliquer véritablement ce qui a été décidé par ses patrons. À l'analyse, ces nominations bien qu'attendues amènent à se poser des questions. Dans un contexte où on sait que le nouveau coordonnateur nommé par le ministère est dans une guerre pratiquement ouverte avec le président de la fédération, est-ce que c'est vraiment l'apaisement qui est recherché? Et puis cet entraîneur a-t-il suffisamment d'étoffe? Connaît-il le contexte dans lequel il arrive? Quelles seront les relations avec la fédération qui semble ne pas le connaître,
qui n'a même pas échangé avec lui. La fédération n'a plus grand chose à dire alors que c'est une collégialité. Je ne sais pas comment ça va devoir se passer. Nous qui interagissons dans ce milieu, ça nous fait véritablement mal, mais c'est véritablement difficile. S'achemine-t-on alors vers une autre tragédie des Lions indomptables? C'est une situation qui, de mon point de vue, nous entraîne vers une nouvelle crise qui ne va pas aider le Cameroun, qui a besoin de se relever après une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations. Juridiquement, la Fédération camerounaise de football peut avoir gain de cause, mais pour l'intérêt du football camerounais, des experts appellent au fair play. Merci beaucoup Mathieu Fangwa et Daniel Anissé Boudjé. Eh bien, la disposition de l'article 9 relevant de la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 sont claires. Valère Bertrand Bessala, mais comment comprendre ce rififi permanent entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Non, moi vous savez, les histoires de football, je vais peut-être prendre ça sur le sens purement politique. Il faut dire en fait que le Cameroun a tous les signes d'un pays qui va exploser et qui va imploser. Bon, le Cameroun aussi, ces derniers temps, on voit que les aînés créent les dossiers dans les dossiers. On a comme l'impression peut-être qu'on en veut à certains individus, mais ce n'est pas ça. C'est pour embrouiller en fait l'esprit du président de la République, pour l'empêcher de rester ou de voir l'essentiel de ce qu'il doit faire, puisque les aînés doivent rester à leur position initiale. C'est-à-dire personne ne va quitter sa position de membre du gouvernement. Vous parlez des aînés. Le ministre des Sports, justement, il précise qu'il a pris les devants, se fondant sur la sortie du président de la République le 10 février dernier. Pour dire que le président de la République n'est pas coupé de la vie politique, la vie sociale ou la vie économique du Cameroun. Donc, les dossiers sont créés, c'est-à-dire qu'ils créent des dossiers dans des dossiers pour enchevêtrer la vie de la nation et emballer le pays dans un vent permanent de conflictualité. Et donc, vous avez donc vu cette affaire qui se passe dans le football. Pourtant, il y a aucun, moi, je ne vois même pas un problème à l'intérieur. Puisque la convention que vous avez évoquée, la convention du 9 de 2015, qui justement est censée être une convention, un texte d'application de la loi de 2014, est tout à fait clair. C'est-à-dire les modalités de recrutement des membres de l'encadrement d'une équipe, c'est-à-dire le sélectionneur et ses adjoints par exemple, pour s'en tenir à cela, c'est de deux façons. Soit c'est la FECAFOOT qui le fait, mais avant de les contractualiser, elle doit requérir l'avis, elle doit requérir obligatoirement l'avis du ministère des Sports. Et en matière de droit, vous avez l'avis obligatoire, vous avez l'avis facultatif et vous avez un avis conforme. C'est-à-dire que l'avis obligatoire, c'est cet avis que vous devez absolument requérir d'une autorité. Absolument requérir d'une autorité, mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer une fois que vous l'avez eu. Il y a aussi l'avis facultatif, c'est-à-dire que vous pouvez décider de consulter ou de ne pas consulter la personne pour demander son avis. Mais vous avez l'avis conforme, c'est-à-dire que lorsque vous l'avez pris, vous devez le respecter. Vous avez obligation de le prendre, mais vous devez aussi le respecter une fois qu'il vous a été donné. Donc, même s'il advenait, restons d'abord sur cette partie de cet article-là, même s'il advenait que la FECAFOOT recherche son entraîneur et ses adjoints, avant de les contractualiser, elle doit demander l'avis au ministère des Sports qui peut décider de rejeter. Et donc, ne pas contractualiser, amener la FECAFOOT à ne pas les contractualiser. Vous comprenez ce que je dis? Puisqu'en fait, dans la loi, il est clair que c'est l'État qui paye l'équipe d'encadrement des Lions indomptables. Puisque les Lions indomptables sont une propriété de l'État du Cameroun, que l'État du Cameroun met à la disposition de la FECAFOOT. Vous comprenez? Ça, c'est ce côté-là. Mais à l'inverse, le même article dit que l'État peut aussi, donc le ministère des Sports peut aussi chercher des entraîneurs, les contractualiser et les mettre à la disposition de la FECAFOOT. Une façon de vous dire, par exemple, que madame, je recrute moi, l'État, les entraîneurs pour mon équipe nationale. À vous maintenant de les gérer selon les règles du football. Vous comprenez? Et c'est ce que l'État a décidé de faire. Je voulais d'abord expliquer la compréhension qui se passe dans cette affaire-là. Il y a donc un problème, j'ai vu dans l'acte que le ministre a signé, parce qu'il faut aussi dire que
la FECAFOOT a raison sur 20%, mais le ministre a raison sur 80%, parce qu'il y a un élément dans l'équipe d'encadrement qui ne relève pas de la compétence du ministère. Je crois que c'est le coordonnateur des équipes nationales, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que la compétence de nomination de ce responsable relève de la compétence de la FECAFOOT. Vous comprenez? Donc je ne comprends pas comment le ministre a pu inclure le coordonnateur des équipes nationales. Mais je crois que c'est là les 20% de faute du ministre. Mais qui aurait pu être évitable. Oui, qui aurait pu être évitable. Je crois que c'est là où la conflictualité a donc été introduite. Nous sommes en pleine reconstruction, dit-on, des Lions indomptables après des débâcles qu'on a observés lors des compétitions internationales. Comment rasséréner les deux parties? Parce qu'au final, l'intérêt, ce sont les performances des Lions indomptables. Non, il n'y a rien à rasséréner. Moi, je crois que ce qui se passe, l'imbroglio qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être aussi une guerre d'ego et une guerre des intérêts privés, individuels, égoïstes. Je crois que ceux qui ont compris l'affaire depuis la fin du mois de février, quand les Lions sont rentrés de la débâcle de Côte d'Ivoire, ont compris une chose. L'agenda politique est en plein démarrage. L'élection présidentielle, c'est dans 20 mois, 18 mois même. Vous comprenez, madame? Donc, il est question pour le président de la République de déblayer le chemin pour qu'il n'y ait plus, en fait, des bruits. Pour vous, c'est une stratégie de distraction? Bien sûr, je vous explique un peu ce qui se passe. Quand les Lions sont rentrés de la débâcle, remarquez très bien que l'affaire Martinez-Zoro a une accélération de 2 semaines où on l'a balancé au tribunal. C'est-à-dire qu'on a pris tous ceux qui sont concernés dans l'affaire, puisque c'est une affaire qui fait bruit depuis plus d'1 an. Souvenez-vous, madame? Et qui est devant le juge d'instruction, on reprend, puisqu'on pouvait encore, le juge d'instruction avait encore la possibilité, par exemple, de signer une troisième détention de 6 mois, provisoire de 6 mois. Vous comprenez? C'est-à-dire puisqu'il a la possibilité d'aller jusqu'à 18 mois. Mais on a abrégé au 12e mois et on a apparemment donné l'instruction que cela soit en mode tribunal, c'est-à-dire pour casser la température du peuple qui est resté focalisé sur l'affaire. Ça, c'est donc, vous voyez, ça, c'est les grands dossiers de la nation depuis plus d'1 an. Maintenant, sur l'affaire du football, la débâcle de la CAN a fait que le président montre, il a profité de ça du 10 février pour engager une clarification dans ces choses-là. Vous comprenez qu'en fait, le fait qu'ils ont utilisé le président de la FECAFOOT en acceptant qu'ils prennent cette structure-là, c'était pour faire gagner du temps sur l'agenda politique, animer les Camerounais pendant que le président dormait et il se reposait. Et il a bien accepté ce jeu. Parce qu'on voit très bien comment il s'est laissé lui-même aussi volontairement utiliser. Mais il a cru à un certain moment qu'il était tout permis et que peut-être c'était le retour de ce qu'il a donné aussi au président de la République en 2018 en le soutenant pour l'élection présidentielle. Donc c'est ça la véritable logique. Donc il s'est laissé aller en pensant qu'en fait il est devenu l'ami de Paul Biya et de ses amis parce qu'il a soutenu à l'élection de 2018 et que la FECAFOOT, on lui a donné, c'est une maison de cacahuètes où il pouvait en faire une cacahuète et récolter comme il pense. Je résume les choses pour que vous compreniez l'attitude de l'homme. C'est compris, Valère Bertrand. Quand ça a été fait, Madame Naoussi, on se retrouve donc dans cette logique où il n'a pas compris que l'absence de résultats s'est retourné contre lui et a retourné pratiquement le fanatisme de certains de ses affiliés contre lui et a donné à l'État cette chicotte justement qu'il attendait pour l'écarter de plusieurs choses, notamment l'élément politique dont on le soupçonne à terme pour 2020. Comme quoi en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et au terme de ce comité d'urgence qui s'est tenu à la FECAFOOT le 5 avril, dans la veille de cette émission précisément, l'une des résolutions, c'est que le président de la FECAFOOT doit proposer les noms d'un staff dans 3 jours, donc mardi prochain. On va là vers une autre saga judiciaire. On s'est souvenu des affaires du Cameroun au TAS à plusieurs répétitions, plusieurs années. On aura une équipe FECAFOOT et une autre ministre ou alors ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun. Pourtant, il y a des échéances internationales qui attendent les Lions indomptables dans quelques jours. Comment on fait? Non, moi je crois qu'en fait, je trouve ça curieux parce que il tombe dans le piège, on l'a poussé à la faute et il tombe toujours à la faute. Je pense qu'il est dans une situation de défi à l'État. Mais le défi à l'État n'est pas mauvais en soi, vous savez. Le problème, c'est
est-ce que vous avez raison? C'est ça la véritable logique. Quand vous regardez l'article de la convention MINSEP-FECAFOOT que vous avez lu, madame, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Je vous ai dit qu'il a raison sur 20%, c'est-à-dire sur le coordonnateur des équipes nationales, parce que c'est sa compétence exclusive de le nommer. Vous comprenez? Mais maintenant, quand vous utilisez votre COMEX, comme il l'appelle, ou réunion d'urgence, comité exécutif, pour vous donner 72 heures pour nommer un entraîneur, bon, il n'y a pas de problème. On aura donc, comme on a déjà deux ou trois présidents de la République au Cameroun, on aura aussi 2 encadrements techniques des Lions indomptables, on aura 2 partout, c'est pas mauvais. Donc, ce que je veux dire, Madame Naossi, ce que je veux dire, c'est que le monsieur, il est tombé en plein dans son orgueil. Et ça fait que ça devient très difficile, ça sera très difficile pour lui, surtout encore avec les dossiers. Quand l'État commence à vous faire ce qu'on lui fait là, sachez que la plupart des dossiers ont déjà été empilés, compilés, et il ne reste qu'à pousser devant pour lui nuire. Et dans ce bras de fer, et face à la résistance de la FECAFOOT, le ministre Narcisse Moele-Kombi a fait une sortie pour expliquer le droit dans le cas d'espèce. Et Catherine Moukouri. On savait la réponse imminente dans un jeu de ping-pong qui tient en haleine l'opinion nationale depuis les dernières 48 heures. Narcisse Moele-Kombi, le ministre des Sports, répond à la correspondance de la Fédération 24 heures après la sortie de Samuel Eto'o, annonçant ne pas s'aligner à la nomination du coach. Dans la dite communication, il est rappelé la convention MINSEP-FECAFOOT de 2015, donnant la latitude à l'État de mettre à disposition de la fédération un coach, tout en rappelant au patron de Tinga que c'est bel et bien ce procédé qui a prévalu lors des choix de Karen Seedorf, Conceição, Rigobertson, le dernier opéré lors de son mandat. Narcisse Moele-Kombi, par ailleurs, revient également sur les propos du chef de l'État du 10 février dernier, comme pour donner un caractère sentencieux à ses dires, convoquant une intervention urgente après les résultats qualifiés de médiocres à la CAN. Peut-être une méthode de rappeler au top management de la fédération ses erreurs et le respect des consignes de l'autorité. Plus loin, le ministre des Sports précise que le choix du coach a été fait en plus d'une pleine connaissance du respect du droit au travers d'une étude technique des dossiers au recours de professionnels. Il est mentionné dans l'adresse que les choix de la fédération étaient malheureusement au niveau de la rémunération bien au-dessus de ce que l'État peut se permettre. Une façon de faire comprendre que les choix de la FECAFOOT ont été bel et bien étudiés. Le ministre finit par estimer qu'il serait mieux pour l'image du pays de préserver l'intérêt général à quelques mois des échéances qui attendent les Lions, pour déplorer l'imbroglio actuel qui serait à lire causé par une mauvaise interprétation de la fédération. Une réponse fournie qui traduit que de ce côté du conflit, on campe sur ses positions. D'ailleurs, le cap est mis sur la suite du processus. Quelle sera la réaction de la partie adverse? La question est sur toutes les lèvres. Valère Bertrand-Bessala, est-il important de souligner avec emphase dans ce chaudron que Marc Brice sort du chômage, remercié à maintes reprises, et qu'en 26 ans, il a géré 15 sélections. Ben, on a eu pire que ça. Il y a des entraîneurs qu'on a aussi eu, les gens comme le Chantre par exemple, qui sortaient aussi. Comme Claude Leroy. Claude Leroy, et ainsi de suite. Moi je pense que le problème n'est pas là. Le président de la FECAFOOT aurait eu raison s'il avait respecté son programme, qu'il avait soumis au peuple camerounais, c'est-à-dire nationaliser le poste d'entraîneur. Vous comprenez? Parce que quand moi je regarde la guéguerre là, ils sont d'abord allés chercher par exemple quelqu'un qui n'avait aucune étoffe. C'était national. On a soutenu son Banak, puisqu'en fait, moi-même j'étais, parce que ce qu'on dit nationalisé, il avait respecté. Mais si son a échoué, il y a des Camerounais. Il y a par exemple Webo. Moi j'ai vu l'actualité de M. Webo, qui a déjà son diplôme. Je crois que M. Mboma aussi a son diplôme. On peut rester sur un national. Au Mambilik, par exemple. Pourquoi au Mambilik, lui, va toujours rester le second? Pourquoi il va toujours rester le second? Donc, moi, je crois que c'est d'abord une affaire d'intérêt privé. C'est-à-dire qu'on veut avoir à la tête de l'équipe nationale soit un ami, parce qu'on sait qu'on le tient quelque part, on va le manipuler. C'était le cas, par exemple, de Son, puisque c'est sorti à plusieurs reprises. Et donc, quand Son est dégagé, on ne trouve pas un autre compatriote, ancien footballeur, et qui est titulaire d'un diplôme de ce niveau-là, qu'on peut manipuler. On préfère rentrer chez les Blancs pour dire en fait qu'en fait,
Est-ce que c'était son qui était le seul entraîneur, le seul capable au Cameroun qui pouvait diriger cette équipe? Donc je trouve que c'est là aussi le couac, vous voyez. Donc on l'a amené dans un piège où il aurait pourtant été simple pour lui de remporter la bataille. S'il avait par exemple dans sa shortlist, madame, proposé des Camerounais, vous croyez que, on ne l'aurait pas pris dans le piège de ça coûte trop cher le salaire, on ne l'aurait pas pris dans le piège de les expatriés. On aurait dit, c'est un Camerounais, le ministre aurait eu des difficultés dans le dossier. Mais comme lui-même il allait sur le terrain des expatriés, le ministre allait chercher le moins cher ou le moins disant. Et ça a donné ce que ça... Merci beaucoup. Ce sera la fin de l'actualité sportive dans le cadre de cette émission. Nous allons nous intéresser à tout à fait autre chose. Cette fois-ci, c'est au Sénégal en début de semaine. Diomaye Faye, le nouveau président, a prêté serment comme le 5e chef d'État de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le président de son parti, le PASTEF, Sonko, a été désigné comme Premier ministre et à la suite, les membres de son gouvernement également ont été nommés. Lille Piégeot. Dans un costume bleu, une allure assurée, la main droite levée vers le ciel, un visage juvénile, Bassirou Diomaye Diakhar Faye prête serment devant ses pairs africains et plusieurs officiels sénégalais. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Passé cette étape, Diomaye Faye est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion avec ce collier en or massif de 13 anneaux, le ruban vert à partir de l'épaule droite vers la hanche gauche opposée. Il peut maintenant, avec toute la solennité de l'événement, prononcer son discours d'investiture. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. Le tout nouveau président sénégalais, qui incarne la nouvelle génération des jeunes politiciens africains, promet un changement systémique et un rééquilibrage des partenariats internationaux. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Cette cérémonie organisée par le protocole de la présidence de la République sénégalaise, en collaboration avec le Conseil constitutionnel, qui a pour mission d'expliquer le sens et la symbolique de cet événement, permet au panafricaniste de gauche, Diomaye Faye, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce pays considéré comme modèle de la démocratie en Afrique, avec une alternance. Âgé de 44 ans, l'homme à 2 épouses succède à Macky Sall qui vient de passer 12 années à la tête du pays et dont son mandat s'achève officiellement ce 2 avril. Inspecteur d'impôts radié, devenu cultivateur. En plus, après, il est incarcéré de son incarcération. Il retrouve la présidence de la République. C'est une actualité qui alimente beaucoup de commentaires dans les chaumières. Valère Bertrand Bessala, j'ai vu dans la salle le président Cabral Libye qui faisait partie des invités à l'investiture de Diomaye Faye. On a beaucoup célébré la démocratie sénégalaise. Est-il possible que ce qui s'est passé au Sénégal puisse être transposable dans d'autres pays assoiffés de démocratie?
Bien sûr, cela est transposable à condition que les générations supérieures soient disposées à transférer le témoin, à passer le témoin. Parce que c'est d'abord une affaire de volonté. Et à condition aussi que les lois soient respectées, ou les lois soient aérées suffisamment pour que le jeu démocratique soit équilibré. Parce que ce qui compare par exemple au Cameroun et le Sénégal, je dis toujours que ce n'est pas la même chose. Vous savez que le Sénégal, je crois que nous sommes au 5e président là-bas. C'est parce qu'en fait le jeu institutionnel est fluide et il est clair. Même si à un moment, en 2012, Abdoulaye Wade a voulu forcer avec un 3e mandat en modifiant la constitution, le peuple s'est braqué et M. Sall est arrivé. Et M. Sall à son tour aussi a voulu faire la même chose. Le résultat est là. Sonko et Diomaye sont arrivés parce que le peuple s'est encore braqué. Vous voyez, quand les institutions. Donc il y a la partition du peuple qui est. Il y a la partition du peuple qui est très importante et il y a aussi les institutions elles-mêmes, lorsqu'elles sont bien ficelées et bien tenues, elles sont au-dessus des hommes. C'est quand les hommes sont au-dessus des institutions que ça devient très compliqué. C'est là où le Sénégal nous dépasse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le Sénégal, c'est à la fois aussi quand même des hommes qui ont à cœur la nation, à cœur le pays, à cœur la patrie. Et donc, à un moment, ils ne s'entêtent pas à s'éterniser au pouvoir quand ils ne peuvent pas. Ou alors quand les institutions prévoient en fait qu'ils ne devraient plus être là. C'est-à-dire que, coûte que vaille, il faut absolument rester au pouvoir, même si on ne fait absolument rien. Vous voyez, au Cameroun, on a 42 ans de pouvoir. Même si on dit que le président, il veut absolument nous laisser une indépendance politique pour qu'une indépendance économique soit plus visible. Mais il y a quand même que sur le plan économique, on n'a pas l'électricité tout à l'heure, de l'eau, ça ne marche pas, vous comprenez? Donc on voit qu'il n'y a pas un équilibre qu'il a su établir entre le besoin d'indépendance politique ou la quête de l'indépendance politique et au moins le minimum d'indépendance économique, au moins ou d'aisance économique du citoyen camerounais. Vous voyez, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Ça fait donc qu'il y a une difficulté, il y a une différence aussi avec le Sénégal. La particularité aussi avec le Sénégal, c'est qu'il faut comprendre que la jeunesse sénégalaise est formatée à une culture traditionnelle très ancrée, qui n'est pas très extériorisée, qui n'est pas très extravertie, très adossée aux colons. Vous voyez, même si la France est couchée au Sénégal, est aussi couchée en Côte d'Ivoire, comme on le voit, mais le Sénégalais, c'est un monsieur qui est resté très agrippé à la tradition et donc qui a toujours à cœur son pays. Ça fait une grande différence entre les deux peuples. Valère Bertrand Bessala, que ce soit Sonko ou Diomaye, ce sont des fruits du PASTEF, une coalition des partis de l'opposition. On aimerait également vous regarder, vous qui êtes de l'opposition camerounaise, est-ce que le PASTEF ne vous parle pas? La présidentielle, on en parlait tantôt, c'est dans un an, mais on remarque une fragmentation des partis politiques au Cameroun, bien qu'ils se constituent en coalition, mais 1000 coalitions ne peuvent pas aider à faire tomber le régime en place. Le PASTEF a été dissous, carrément. Et c'est sur la base des tractations qu'ils ont été remis en scène. Parce qu'en fait, le peuple a dit non. Nous, on a déjà choisi nos candidats. Nous voulons absolument que ce soit cela qui passe, quel que soit ce que vous allez inventer. Parce que c'est ça la volonté du peuple. Pour le cas du Cameroun, moi, je trouve que c'est mon combat. Vous le savez, madame, depuis déjà des années. La jeunesse doit absolument donner son président au peuple camerounais en 2025. C'est ça mon combat au quotidien. Parce qu'en fait, regardez, et je le dis, le président de la République, Paul Biya, n'a préparé personne. S'il avait préparé quelqu'un, vous n'aurez pas les bruits que vous voyez dans le gouvernement. C'est-à-dire, il y a les pros, ceci, il y a les pros qui sont à la présidence, il y en a ainsi de suite. Non, il n'a préparé personne. Il attend juste qu'un Camerounais valable se lève et lui donne des garanties. Et c'est ce que moi je dis à la jeunesse tous les jours. C'est-à-dire que, n'ayant préparé personne, que nous comprenions en fait que la balle est dans notre camp. Montrons au président que nous sommes responsables. Montrons au président que nous avons la capacité de nous mobiliser, la capacité de susciter un jeune. Et ne pas nous battre dans les réseaux sociaux ou partout contre d'autres jeunes qui voudraient absolument avancer. Parce que c'est ça le véritable souci. Et de cesser de nous laisser utiliser par des aînés qui veulent justement user de notre énergie pour mener les combats contre le régime en place qu'eux-mêmes ils ont servi. Un autre jeune dont on parle cette semaine, il s'agit de Blé Goudé qui était en visite en terre camerounaise, un politicien ivoirien qui au terme de la présidentielle de 2011
à la Cour pénale internationale, ainsi que Laurent Gbagbo, le président sortant. Il a dit qu'il vient saluer le peuple camerounais qui lui a témoigné sa sympathie pendant son incarcération. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. D'être reconnaissant envers ce peuple camerounais, ce grand peuple qui a été à mes côtés pendant que j'étais dans le trou. Vous savez, c'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles qui nous sont restés fidèles. Et moi, j'ai compté les feuilles. Et parmi ces feuilles-là qui nous sont restés fidèles, le Cameroun était en bonne position. Je suis donc là pour un seul objectif, dire merci au peuple du Cameroun. Profitez pour dire aussi merci aux autorités camerounaises qui ont facilité, en tout cas que j'ai un visa pour arriver ici. Je me rends compte que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ma terre natale. Je suis au Cameroun, ma terre d'hospitalité, donc je suis aussi chez moi. Comment avez-vous accueilli Blé Goudé au Cameroun, tout au moins l'idée de ce qu'il soit sur la terre camerounaise? Bon, je ne connais pas vraiment les dessous de sa visite. J'ai vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, qu'il est au Cameroun. Bon, donc ça me semble une visite qui n'est pas officielle. Et donc, il a été invité par des personnes et donc il est arrivé. Donc, par d'autres politiciens? Je prends cette visite en fait comme ce qu'elle est en fait. Ok, on comprend que vous ne voulez pas commenter davantage. Non, pas que je ne veux pas commenter davantage, parce que, vous savez, Blé Goudé au Cameroun, ça frise l'incident diplomatique. Vous voyez que Blé Goudé, c'est quand même le camp d'en face, à Ouattara, qui est en fait l'homologue du président Paul Biya. Vous voyez? Donc l'accueillir au Cameroun de manière officielle, heureusement que c'est... Merci beaucoup, ce sera votre mot de fin. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci d'être venu sur le plateau de la Rétro. C'est moi qui vous remercie, madame. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été là pendant cette tranche d'antenne. La rediffusion de ce programme, c'est lundi à 9h. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 9h pour le même exercice. Portez-vous bien et à très bientôt. Allez, au revoir.